Bonsoir. On commence, c'est rare, mais avec 2 minutes de retard. Alors, je suis présent, Fabien Sury, Joseph Bactalafaille, Nicolas Boisseau, Dolores Petro, Patrick Collin, Colette Lopez, Jean-François Girard, Sandrine Foucault, Emmanuel Dupuis, Marie-Thérèse Stareri, Bernard Féchy, Isabelle Hamel, Laurent Roblet, Bruno Ouvrard, Christophe est excusé, Blanchard est excusé, c'est Bernard qui a son pouvoir, Jacques Bouin, Lydia Rocher est excusée et me donne son pouvoir, Sophie Verseux, Émilie Fruitier, Aline Boutefeu, Mélanie Rabotin, Valentin Larcher, Joanne Paulin, Johanna Dubois, Jules Théoter est excusé, il donne son pouvoir à Fabien, et Pierre Lebeau, il va arriver. Alors, aujourd'hui, on a un ordre du jour qui est extrêmement chargé, puisqu'on va voir le règlement intérieur du conseil municipal. On va parler des attributions des indemnités de fonction aux maires délégués, aux adjoints, aux conseillers délégués, la création des commissions communales, notamment la désignation aussi des membres des commissions, la commission d'appel d'offres avec le dépôt des listes et les élections des membres, la commission de délégation de services publics, et là encore le dépôt des listes et l'élection des membres. Pour le CCAS, la fixation du nombre de membres et l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration, la commission communale des impôts directs et la proposition de membres, la désignation des membres dans les organismes extérieurs, et il y en a une petite liste, hein. Je rappelle qu'il y a l'agence de services aux collectivités locales de Vendée, la SPL Golfe de la Presqu'île, l'agence France locale, le CIDEV, le syndicat mixte e-collectivité, le conseil portuaire des ports de l'Aiguillon-la Presqu'île, le conseil local Les Littorales, le parc interrégional du Marais Poitevin, et puis il nous faudra nommer le délégué militaire pour le correspondant défense de Cordef. Et aussi, on parlera de la formation des élus. En matière de ressources humaines, on parlera et on évoquera la création de postes avec la mise à jour du tableau des effectifs, et puis le remboursement la formation par l'EHPAD. C'est un budget formation, c'est ça. Et puis la communauté de communes Sud-Vendée Littoral nous demande de modifier, enfin de délibérer sur la modification des statuts de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. En matière de finances, on a 3 avenants, le 1 et 2 au marché des travaux d'aménagement du centre-ville, et puis le 1 au marché de travaux d'aménagement de la rue Jacques Moreau. Et enfin, on finira par l'environnement avec le bilan de concertation des zones d'accélération. Je crois que c'est un point qu'on doit retirer de l'ordre du jour, hein. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Et par contre, une motion contre la cartographie des zones propices au développement de l'éolien en mer. J'en reviens, j'ai passé la matinée, la journée en fait, hein, ça a commencé tôt ce matin, on avait une assemblée générale de l'AVEL, l'association vendéenne des élus du littoral, qui a été suivie par un conseil d'administration, qui a été suivie par une visite surprise un peu, pour moi en tous les cas, de l'Aiguillon-la Presqu'île avec une visite chez un ostréiculteur et puis après un déjeuner chez un très très bon restaurant local où on était 40 ou 50 oui, 49 voilà, une cinquantaine de ah j'ai fait de la pub où en fait on a pu échanger, et là on avait quand même des nationaux puisqu'on avait une secrétaire d'État, nous avions le président du département, le président de l'AVEL, beaucoup de techniciens scientifiques qui étaient là pour débattre du sujet. Est-ce que l'annonce de l'État qui nous, sans nous le dire, sans nous préparer, à la limite on n'a pas besoin d'être préparé, mais sans concertation, nous balance tout beau qu'on a probablement bientôt un parc éolien face à notre littoral. Ce à quoi l'ensemble des élus du littoral sont mis vent debout en expliquant pourquoi on était contre, et je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Je vais vous proposer d'élire le secrétaire de séance. C'est Madame Johanna Dubois qui sera la secrétaire de séance. Et puis je vais vous demander d'approuver le procès, j'ai oublié quelque chose, d'approuver le procès verbal de la séance que nous avons eue le 12 avril, et je demande à monsieur le maire délégué de l'Aiguillon-sur-Mer, Fabien Sury, de nous l'évoquer. Procès verbal.
verbal du Conseil municipal, réunion du 12 avril 2024. Ordre du jour, désignation de la secrétaire de séance. Désignation de la secrétaire de séance, installation du conseil municipal, élection du maire, fixation du nombre d'adjoints, élection des adjoints, élection des maires délégués, lecture de la charte de l'élu local. On avait, après question 24 04 059, délégation accordée au maire de l'Aiguillon-la-Presqu'île dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et information municipale au final. Ok, eh ben c'est parfait. Est-ce que quelqu'un a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, on peut avancer. Donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'on va modifier l'ordre du jour, notamment par le retrait du point qui était à l'ordre du jour, notamment celui de bilan de concertation des zones d'accélération. Et je vous propose, est-ce que quelqu'un est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je vous propose d'aller directement au règlement intérieur du conseil municipal. J'informe le conseil municipal que l'article L 2121-8 du CGCT impose l'établissement d'un règlement intérieur dans les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants. Et ce règlement doit être adopté dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Et je précise que le règlement intérieur a vocation à régir le fonctionnement interne du conseil municipal. Il ne peut déroger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et je vous propose donc d'approuver ce règlement intérieur que vous avez tous reçu. Qui n'a pas reçu? Donc vous l'avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document? Il peut y en avoir. Non, pas de questions, c'est parfait. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien merci. Vous l'avez donc tous validé et nous allons passer à la délibération suivante, notamment sur celle de la fixation des indemnités des élus. Alors, il y a une petite particularité, c'est que cette délibération fait l'objet de 2 votes distincts. Et pourquoi? Parce que dans un premier temps, le conseil municipal vote les indemnités selon l'enveloppe indemnitaire de droit commun, c'est-à-dire celle de toutes les communes de France. Et puis dans un second temps, je vais vous demander de vous prononcer sur la majoration. C'est une majoration dont l'Aiguillon-la-Presqu'île bénéficie parce que, je vous le rappelle, nous sommes surclassés par le fait que nous sommes déclarés, enfin non pas déclarés, mais validés comme station labellisée de tourisme. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'expose à l'Assemblée qu'il lui appartient de déterminer les taux des indemnités des élus pour l'exercice de leurs fonctions dans les limites des taux fixés par la loi. Je rappelle aussi que, et je précise que l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou avec celle d'adjoint au maire délégué. Et donc, ça nous amène à vous dire que le taux, pour une population comme la nôtre, enfin de 2000 à 3499 habitants, ce qui est notre cas quand on n'a pas le surclassement, on bénéficie pour le maire d'un taux maximum de 4110,52 € auquel on applique un taux de 51,60%, ce qui fait des indemnités brutes mensuelles de 2121,02 € pour le maire. Et pour les adjoints, c'est un taux maximal en pourcentage qui est de 4110,52 €. Le pourcentage est de 19,80, ce qui fait des indemnités brutes en euros de 813,88 €. Et donc, alors je peux vous donner tous les considérants, mais on va aller vite parce que sinon on y est demain. Et je vous propose aussi de dire qu'il y aura, puisque nous sommes 2789 habitants et que nous sommes en dessous du seuil,
Vu la délibération en date du 12 avril 2024 fixant le nombre des adjoints à 8 adjoints, et donc qu'il y aura 8 adjoints et 2 conseillers délégués, je vous propose de décider de procéder au vote des indemnités conformément à l'enveloppe indemnitaire globale définie au 2 de l'article L2123-24 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions? Toi, tu en as une? Non? Je croyais que tu réfléchissais. D'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, grosso modo, voilà, on a appliqué le taux, et puis et ça, c'est dans le commun pour l'instant. Donc on parle, je le redis, pour que ceux qui verront la vidéo, c'est enregistré, l'indemnité classique du maire selon ce taux de 51,60 sur la base qui est de 4110,52 €, ça fait une indemnité brute pour le maire de 2121,02 €, et dans le cadre classique, pour les adjoints, ça fait 813,88 €. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et donc, je vous propose à l'article 1er de dire que le maire percevra 100% de l'indice brut, soit 2121,02 €, 2121,02 €, qu'à l'article 2, les indemnités des adjoints et conseillers délégués sont calculées par référence au barème que je viens de vous exposer, et que donc ils tiennent compte de l'enveloppe globale fixée, et que les adjoints qui sont bénéficiaires de cette indemnité sont d'adjoints, Madame Josiane Bacalafaille, Monsieur Nicolas Boisseau, Madame Dolores Petro, Monsieur Patrick Collin, Madame Colette Lopez, Monsieur Jean-François Girard, Madame Sandrine Foucault et Monsieur Emmanuel Dupuis, et que nous avons 2 conseillers délégués qui, eux, auront la rémunération de 813,88 € fois 31,57 €, soit 256,94 € tous les mois. Et là, on a 2 conseillers délégués, M. Bruno Ouvrard et M. Jules Théo-Blair. À l'article 3, M. Fabien Sury, maire délégué de Lyon-sur-Mer, percevra le montant maximum, soit 100% d'indice brut terminal de la fonction publique, soit 4110,52 € par 51,60 aussi, soit 2121,03 € par mois. Pardon? Ok. Et je propose au conseil municipal d'appliquer la majoration des indemnités au fait du classement de la commune en station de tourisme. Donc ça veut dire que, à ce que je viens de dire, je vous propose d'adopter l'idée, enfin pas l'idée, le fait que comme nous sommes surclassés, on va appliquer les 50% supplémentaires. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Ou est-ce qu'il y a des questions d'abord? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on applique la majoration de l'ordre de 50% et on fixe le montant des indemnités des élus comme ce qui va être détaillé maintenant, c'est-à-dire que Laurent Huget, moi-même, maire de l'Aiguillon, la presqu'île percevra le montant maximum, soit 100% de l'indice brut terminal de la fonction publique à compter du 18 avril 2024, soit 4110,52 € par 77,4, soit 3181,54 € brut par mois. Les indemnités des adjoints et conseillers délégués sont à compter du 22 avril. Pourquoi 22? Parce que toi, tu n'as pas de changement de rythme. En fait, tu passes de maire à maire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délégation. Alors que pour les adjoints, quand tu donnes une délégation, il faut qu'on ait le retour de la préfecture pour commencer, pour que la délibération soit exécutoire. Donc, il y a un petit décalage. Désolé. Sont à compter du 22 avril 2024, calculé par référence, et le maire délégué. Le maire délégué, pareil que les adjoints. Le 22 aussi. Pour la même raison. Délégation. Donc à compter du 22 avril 2024, tout ça sera calculé par référence au barème fixé par les articles que je vous ai lus tout à l'heure du CGCT, le Code général des collectivités territoriales, pour la salle de population correspondant à celle de notre commune, et on tient compte de l'enveloppe globale qui est fixée à 7 324,95 € pour... Non, les coquilles, c'est pour 8 adjoints. Oui, mais en fait, l'enveloppe, elle s'inscrit
dans la situation réglementaire d'une commune de 2200 habitants. Donc 6, alors qu'on est 8. Donc on a une enveloppe pour 6 adjoints, on doit diviser par 8 adjoints et 2 conseillers délégués. C'est dégueulasse pour les... Enfin, c'est pas normal pour les adjoints. C'est une question des communes nouvelles, ça. Ouais. Jusqu'au prochain renouvellement général. Parce qu'à ce moment-là, on aura le nombre d'adjoints qui correspondra aux habilités qui sont... Le nombre de conseillers qui correspond à la strate. Ça pousse pas, enfin, je sais qu'on ne le fait absolument pas pour ça, bien évidemment, mais je trouve que l'État qui est tout le temps en train de pousser pour les communes nouvelles réfléchit mal pour l'engagement de ses élus, enfin bref. Donc, nous recevrons 1220,82 € par 63,13%, soit 770 € et 72 centimes bruts par mois. Madame Josiane Pactalafay, Monsieur Nicolas Boisseau, Madame Dolores Petro, Monsieur Patrick Collin, Madame Colette Lopez, Monsieur Jean-François Girard, Madame Sandrine Foucault et Monsieur Emmanuel Dupuis. Et nos conseillers délégués, eux, monteront à 300, donc c'est 1220,82 € par 31,54, soit 385,16 €. Donc pour Bruno Ouvrard et Jules Théoclair. Monsieur Fabien Sury, maire délégué de l'Aiguillon-sur-Mer, lui percevra le montant maximum, soit 100% de l'indice brut terminal de la fonction publique à compter du 22 avril 2024, soit 4110,52 € fois 51,60, soit 2121,3 centimes par mois. Il n'y a pas d'augmentation, Fabien? Non, parce que l'attribution du classement station classée appartient à la commune de l'Aiguillon-en-Presqu'île et pas aux communes déléguées. Et donc les indemnités des maires délégués ne peuvent pas bénéficier de la majoration. C'est lui qui libéra le resto, c'est tout. Bon. L'article 7, Fabien, rappelle que les indemnités de fonction sont automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. Voilà, moins. Voilà. Je vous demande donc... non, ben on l'a voté. On l'a voté. Autre délibération, la création des commissions municipales. Alors, vu l'article 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, on propose à l'Assemblée de créer les commissions municipales permanentes, puisqu'il y en aura d'autres tout à l'heure, suivantes. Et avant de lister les commissions pour lesquelles on a parlé, discuté, travaillé ensemble, je voudrais juste dire qu'il y a une commission spéciale ad hoc qui est la commission santé, qu'on ne retrouve pas parce qu'on n'a pas la commission santé comme compétence, mais que c'est quand même un sujet sur notre territoire. On a une maison de santé, on a des vrais sujets de santé, et heureusement d'ailleurs qu'on s'en occupe, parce que sinon on serait un peu seul, puisque c'est pour le moment 100% des actions de santé sont portées par la commune, et depuis 2014. Donc on espère que tous ceux qui sont en compétences régaliennes et légales le prendront. Je parle de l'État, de la région et puis de la communauté de communes, mais pour l'instant nous sommes plutôt à la manœuvre. Et j'ai demandé à Jean-François Girard, qui a un tout petit peu d'expérience sur le sujet, de poursuivre et de travailler et de continuer à animer, en tout cas, et les réflexions et le politique qui concerne le maillage qu'on est en train de créer avec les nouveaux médecins. Voilà. Donc merci d'avoir accepté. Alors maintenant, les commissions permanentes. La commission finance. Je vous propose donc de créer la commission finance, la commission sécurité et protection des habitants, la commission communication, la commission vie économique marché, celle qui s'occupera du patrimoine communal, de la voirie et de l'espace vert, la commission port, une commission cimetière, une commission vie éducative, donc large, hein, cette commission, la commission solidarité logement social, la commission vie associative et sportive, et là, il y a de l'actualité, la commission urbanisme et aménagement du territoire, c'est la même chose, la commission espace naturel, là aussi, la commission mobilité, avec tous les ateliers citoyens qui tournent autour, et je sais que c'est important, la commission accompagnement des seniors, la commission développement culturel, patrimoine et grands événements, et la commission animation estivale, aussi important, puisque
dans une station classée, on comprend l'intérêt et la nécessité. Je dis aussi que chaque commission comprendra en plus 15 membres et que le maire, par définition, est membre et président de droit, mais en cas d'absence ou d'empêchement, et donc souvent, un vice-président est désigné au sein de la commission et me remplacera en sa qualité de président. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, vous venez d'approuver la création des commissions que j'ai énumérées. Je vous propose aussi maintenant de désigner les membres des commissions municipales, considérant ce que je viens de vous dire, et que la présence d'une seule liste pour chacune des commissions est en conformité. Non, elle n'est pas en conformité. Ok. Doit être en conformité avec les dispositions du code, notamment le code de l'article que je vous ai lu tout à l'heure, et que l'élection se déroule au scrutin secret, sauf si l'Assemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas y recourir. Alors, sans vous influencer, si vous voulez... Faites comme vous voulez. Est-ce qu'on peut imaginer que certains disent oh non, le secret, on assume, on y va sans le vote secret? Est-ce que vous voulez que ce soit beaucoup plus discret, enfin secret? Bon. Vous assumez? Tout le monde? Très bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, on assume. Donc ça, eh bien très bien, on va voter ça. Alors, je vous propose de désigner au sein des commissions suivantes les élus ci-après désignés. Ah bah ce serait plus simple, oui. Mais je suis obligé de le lire, hein. C'est ça? Enfin, je suis obligé de le lire. Bah, je me bats très bien. En commission des finances, Bruno Ouvrard, Laurent Luget, Fabien Sury, Josiane Pacta-Lafaille, Jean-François Girard, Marie-Thérèse Sarré et Jules Théoclair. Pour la commission sécurité et protection des habitants, alors juste si jamais il y a une petite coquille, vous levez la main, d'accord? Parce que je ne voudrais pas qu'on embarque et qu'on délibère un truc parce qu'on ne verra pas dessus après. Hein. Donc, c'est jouable ça? Oui. Pour la commission sécurité et protection des habitants, Patrick Collin, alors je cite, j'ai le droit de dire, je cite je reviens en arrière. Bruno Ouvrard en serait donc le vice-président pour la commission des finances. Pour la commission sécurité et protection des habitants, vice-président Patrick Collin, membre Laurent Luget, Fabien Sury, Nicolas Boisseau, Jean-François Girard, Emmanuel Dupuis, Marie-Thérèse Tarreri, Jules Théoclair, Jacques Higouin et Bernard Flichy. Pour la commission communication, le vice-président est Jules Théoclair et Fabien et moi sommes avec lui. Pour la commission vie économique marché, le vice-président est Nicolas Boisseau. Laurent Huget, Fabien Sury, Emmanuel Dupuis, Bruno Ouvrard, Émilie Fruitier et Joanne Paulin. Pour la commission patrimoine, voirie, espace vert, Nicolas Boisseau en est le vice-président. Laurent Huget et un est membre, excusez-moi, enfin moi-même, Fabien Sury, Josiane Pacta-Lafaille, Dolores Petro, Patrick Collin, Bruno Ouvrard, Jacques Higouin, Émilie Fruitier et Joanne Paulin. Pour la commission port, c'est Laurent Roblet qui en est le vice-président. Donc Laurent, Fabien, Nicolas, Bruno et Pierre Legault sont dans cette commission. Pour la commission cimetière, c'est Christophe Blanchard qui en est vice-président. Sont membres Laurent, Fabien, Nicolas, Marie-Thérèse, Isabelle, Jackie, Bernard et Sophie. Pour la commission vie éducative, c'est Sandrine Foucault qui en est la vice-présidente. Les membres sont Mélanie, Valentin, Johanna, Aline, Émilie, Josiane, Fabien et moi-même. Pour la commission Solidarité et Logement Social, la vice-présidente est Colette Lopez. Les membres sont Isabelle, Lydia, Sandrine, Jean-François, Fabien et Laurent. Et moi-même. Pour la commission Vie associative et sportive, la vice-présidente est Josiane Pacta-Lafaille. Les membres sont Valentin, Émilie, Lydia, Bruno, Sandrine, Dolores, Fabien et moi-même. Pour la commission urbanisme et aménagement du territoire, c'est à Patrick Collin
on demande d'être vice-président et qu'il a accepté. Donc Mélanie, Pierre, Joanne, Colette, Nicolas, Josiane, Fabien et moi-même. Pour la commission Espace Naturel, c'est Jean-François Girard qui sera à la manœuvre et on propose les membres suivants, Mélanie, Pierre, Joanne, Marie-Thérèse, Emmanuel, Nicolas, Fabien et moi-même. Pour la commission Mobilité, c'est le maire délégué, Fabien Sury, qui était à la manœuvre, et se sont proposés Mélanie, Joanne, Emmanuel, Jean-François, Patrick, Nicolas, Il y a une coquille, il n'y a pas de Nicolas Pétro. Dolores Pétro. Il faut faire attention. Dolores Pétro et Nicolas Boisseau et moi-même. Pour la commission accompagnement des seniors, c'est Isabelle Hamel qui sera à la manœuvre et se sont proposés Mélanie, Jackie, Lydia, Marie-Thérèse, Emmanuel, Sandrine, Fabien et moi-même. Pour la commission développement culture, patrimoine et grands événements, c'est Dolores Pétro qui en sera la vice-présidente et qui sera à la manœuvre, et se sont proposés Jules Théo, Marie-Thérèse, Sandrine, Patrick, Nicolas, Josiane, Fabien et moi-même. Pour la commission animation estivale, c'est Emmanuel Dupuis qui en sera à la manœuvre. Et là, il y a le tout conseil municipal. Il y a Christophe, Valentin, Johanna, Aline, Émilie, Jackie, Jules Théo, Isabelle, Sandrine, Patrick, Nicolas, Josiane, Fabien et moi-même. Est-ce qu'il y a des oubliés? Est-ce qu'il y a des coquilles? Non. Donc il y a juste Nicolas qui s'appelle bien Boisseau et Dolores qui garde son nom. Moi j'en ai 4 et j'en ai choisi 2. Alors, comment se fait-ce? Désolée. Ah, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a des commissions divisées. J'en ai même pas 4, j'en ai 5. Ouais, j'ai vu éducative. Alors, on va faire plus simple. Qu'est-ce que tu avais choisi? Alors moi j'avais choisi espace naturel. Oui. Et j'avais choisi senior. Ok, donc on enlève s'il y a mobilité. Vie éducative, mais On enlève... désolé. Non, pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. C'est maintenant qu'il faut le Donc, dire. ça veut dire on enlève de la 11, de la 13. Moi je voulais l'espace naturel. Oui, voilà. Si c'est possible. C'est possible. Accompagnement des seniors, on laisse. Espace naturel, on laisse. Et il y a vie éducative. Après, c'est bon pour vous, parce que s'il y a besoin. C'est vous qui décidez. D'accord, ok. Ok. Très bien, c'est bon. Tu vois, Merci beaucoup. super, impeccable. Donc je vais vous proposer de passer aux voix s'il n'y a pas d'autres remarques, non? Non? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci chers amis, parce que là, vous venez de rentrer directement dans l'opérationnel et dans les missions et dans la stratégie que... Pardon, D'accord, ok. Ce sont des petites corrections. Et pour autant, vous venez de voter et d'accepter l'idée que l'ensemble de l'équipe municipale est à la manœuvre. L'ensemble de l'équipe municipale est à la manœuvre pour travailler dans chacun dans sa thématique, mais aussi de façon transverse, puisqu'on voit bien qu'il y a des noms qui ont plusieurs commissions. Et plus on est en transverse, mieux c'est, parce que ça permet, au-delà du bureau municipal, et ça permet en assemblée de savoir de quoi on parle, et quand on se retrouve, de savoir ce que font les autres, ce sur quoi ils travaillent au quotidien ou à la semaine, et de voir l'état d'avancement, et de temps en temps, pourquoi pas, amender et proposer. Donc merci à vous. Tu voulais parler? Juste un mot, je ne voulais pas interrompre le déroulé de cet exposé, de cette décision sur les commissions. Revenir pour compléter ce que tu as dit sur la commission santé. La santé est une compétence d'État. Donc juridiquement, nous ne sommes pas communes, nous ne sommes pas fondés à avoir une commission santé, en toute rigueur. Par contre, vu ce que ce sujet représente comme difficulté et comme attente de la part des électeurs et des habitants,
c'est en fin de compte une compétence politique, pas une compétence juridique. C'est pour ça que tu as été conduit à donner un statut un peu particulier, tu en as dit un mot à part, qui fait que cette commission n'est pas dans la liste des commissions. Mais parce que c'est une compétence que j'appelle politique, non pas juridique. Eh bien, merci d'avoir reprécisé, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, à travers le temps, on a toujours eu une commission santé. Là, maintenant, on nous dit non, une commission santé, vous êtes gentil, mais ça n'existe pas dans une compétence communale. Et c'est pour ça que on a passé, nous sommes passés au-delà en faisant une commission spéciale. Voilà. Et une lettre de mission spéciale. Merci Jean-François. Je vous propose de passer à la prochaine délibération, celle de la fixation des conditions de dépôt de liste pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, j'expose à l'Assemblée que suite au renouvellement de notre conseil municipal, il convient de constituer une commission d'appel d'offres, qu'on appelle plus généralement entre nous la CAO, pour la durée du mandat, et conformément au CGCT. La commission d'appel d'offres, c'est un organe qui est collégial, c'est important, elle intervient, cette commission, obligatoirement au stade de l'attribution des marchés publics, à procédure formalisée. Et la composition de cette commission est fixée comme suit. D'abord, le maire ou son représentant préside de droit, et puis il nous faut 3 membres titulaires et 3 membres suppléants de l'Assemblée délibérante élus en son sein. Et l'élection des membres de la commission d'appel d'offres se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, et sans panachage ni vote préférentiel. Voilà. Et donc, considérant qu'il est procédé sur les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal et à celui des titulaires, que les suppléants ne seront pas nommément affectés à un titulaire, que les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, mais ce n'est pas le cas pour nous. Je vous propose, et je propose au Conseil, de fixer les conditions suivantes. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il y a de sièges, je viens de dire que ce n'était pas le cas. Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste titulaire et du suppléant. Les suppléants ne seront pas nommément affectés à un titulaire. Et je vais aller beaucoup plus vite, parce que là, si on fait lire les considérants et après que je relis l'équivalent des considérants, ça va être très long. Je vous propose de fixer pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres les conditions de dépôt de la liste qui... Je l'ai, la liste? Ah, mais si je n'ai pas devant les yeux. Et il est en dessous. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis en principe une première délibération, je dois vous dire comment on fixe l'élection. Donc, je reviens juste en arrière. On fixe l'élection avec le fait qu'on ne peut pas, les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges, que les listes devront indiquer le nom et les prénoms des candidats, que les suppléants ne seront pas nommément affectés à un titulaire, que les élections ont lieu au scrutin secret, et qu'en cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et qu'en cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Enfin, c'est des règles classiques. Donc je dois, c'est ça, hein, je dois vous faire voter sur ça. Vous n'avez jamais fait ça? Parce qu'on faisait tout dans la même. D'accord. Donc voilà, je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on suive la règle? C'est ça que ça veut dire. Hein? Oui, ben voilà. Donc vous êtes tous d'accord. Donc personne ne s'abstient? Personne n'est contre? Non. Donc c'est voté. Et moi, maintenant, cette fois-ci, je vous propose de passer aux élections, parce qu'il convient de désigner justement des membres. Je vous propose, il y a eu un appel à candidature et la liste qui s'est présentée, je vous la donne. Les membres titulaires, il y avait le président, pour le président moi-même, pour les membres Fabien Sury, Dolores Pétron et Nicolas Boisseau. Je vous rappelle qu'on est sur la CAO, hein, la commission d'appel d'offres, et les membres suppléants, Patrick Collin, Madame Colette Lopez et Monsieur Joanne Paulin. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, toutes les personnes que je viens de nommer, titulaires et suppléants, vous êtes élus. Bravo. Donc, je serai titulaire en tant que président. Fabien, Dolores et Nicolas, vous êtes titulaires. Et Patrick, Colette et Joanne, vous êtes suppléants. On passe maintenant
la fixation des conditions des dépôt de liste pour l'élection des membres des commissions de délégation de services publics, donc les DSP. C'est à peu près, est-ce que c'est les mêmes conditions? C'est les mêmes conditions. Donc c'est le même scrutin qui est, etc. L'Assemblée fixe les conditions de dépôt de liste, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on suive la règle? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Des questions? Donc on passe directement aux élections. Et là, pour les membres de la commission de délégation des services publics, se sont proposés. Oui, je rappelle quand même que là, il faut quand même le dire, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants aussi. Et donc, les membres titulaires, au-delà du président, c'est moi-même, mais il y avait Dolores Petro, Joanne Paulin et Josiane Pacta-Lafaille, et en suppléant, Bruno Ouvrard, Colette Lopez et Laurent Ramblay. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Vous êtes élus. Pour la création de la commission MAPA. Bon, là, je rappelle quand même que la MAPA propose de créer une commission pour les marchés de fourniture et services supérieurs à 40 000 € hors taxes et au seuil européen. Donc, une commission MAPA définie et composée des membres suivants. Généralement, il y a le maire délégué concerné, l'adjoint aux services concernés par l'objet du marché, donc celui qui est a priori dans une des 16 commissions, il la préside, le DGS ou la DGA, et ou, ça peut être les deux, le responsable du service concerné et toute autre personne interne ou externe à la commune compétente dans le domaine de la consultation concernée. Et afin de garantir la transparence des procédures, cette commission aura pour rôle de donner un avis sur l'attribution d'un marché, la déclaration sans suite et la déclaration d'infructuosité si jamais le retour nous montrait qu'à une commande, on n'a pas les devis qu'on attendait. Donc, est-ce que sur le fait d'émettre un avis favorable à la création d'une commission MAPA pour les marchés situés entre 40 000 € et le seuil européen, est-ce que vous émettez un avis favorable à la composition et au rôle détaillé que je viens de donner? Je vous pose la question. Qui s'abstient? Je vous rappelle, hein, pour qu'on revienne, pour ce rôle-là, il y a donc le maire délégué concerné, l'adjoint au service concerné, des DGS et DGA, le responsable du service concerné, et puis d'autres personnes internes ou externes de la commune compétentes dans le domaine que l'on aborde. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? C'est pour ça qu'il n'y a pas de personne désignée, c'est au fur et à mesure des Exactement, besoins. exactement, parce qu'à chaque fois, on s'adapte en fonction de la commission que ça concerne. Pas de questions? Ok. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On passe à la fixation du nombre de membres composant le conseil d'administration du CCA. J'ai été trop vite? Non, il se recoiffe. Pour la fixation du nombre de membres composant le conseil d'administration, et notamment là, c'est aussi important, c'est le CCAS. Donc j'expose à l'Assemblée que, vu le Code de l'action sociale et des familles, que considérant que le CCAS de la commune est géré par un conseil d'administration, composé en nombre égal de maximum 8 membres élus par le conseil municipal en son sein et de maximum 8 membres nommés par le maire, considérant aussi que, conformément à l'article R123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil municipal est compétent pour fixer le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. Entendu ce que je viens de dire, je vous propose de fixer le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS à 16, soit 8 membres élus par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est contre? Donc il y aura 16 membres, 8 membres élus par le conseil et 8 membres nommés par moi-même. Et là, il y a une liste ou pas? Oui. Donc je vous fais grâce ou pas? Oui, là c'est un vote à bulletin secret, donc je ne vais pas vous expliquer 2 ou 3 choses.
Et notamment, j'expose à l'Assemblée que suite au renouvellement du conseil municipal, il convient donc de procéder à l'élection des membres du CCAS. C'est un établissement public administratif qui anime l'action générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées. Même si les liens avec la commune sont très étroits, eh bien le CCAS a une personnalité juridique distincte, c'est-à-dire un budget, c'est-à-dire des biens et un personnel propre. Il est administré par un conseil d'administration présidé par moi-même, le maire, et composé en nombre égal, au maximum, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et de 8 membres nommés par moi-même, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Donc, conformément au Code de l'action sociale et des familles, l'élection des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du CCAS se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète, et le maire étant président de droit du CCAS, il ne peut être élu sur une liste. Donc je n'en fais pas partie. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, et si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pouvoir, eh bien ceux-ci reviennent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et en cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, eh bien, le ou les sièges sont pourvus, non pourvus, excusez-moi, le sont par les autres listes. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à cette élection des 8 représentants au conseil d'administration du CCAS, au scrutin de liste, et après enregistrement des candidatures, alors je vais vous dire quels sont les candidats. En 1, M. Jean-François Girard, puis M. Fabien Sury, Mme Josiane Pacta-Lafaille, Mme Colette Lopez, M. Emmanuel Dupuis, Mme Sandrine Foucault, Mme Isabelle Hamel et Mme Jackie Gouin. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc on va passer au bulletin secret. Nominal. Comment ça s'appelle nominal? Ah oui, il faut qu'ils ont un petit papier. Ah, d'accord. Juste derrière nous, on a, je sais pas. Pierre, non, il n'est pas présenté. Non, mais vous n'avez pas par voix, Ah non, il n'a pas donné de pouvoir. donc je. Oui. Personne à chaque fois. Ouais. Ok, donc je vais demander à chacun de venir voter, moi-même, c'est ça? On vote qui? La liste est préparée? Ouais, il y a les deux listes, il y a un bulletin blanc et un bulletin et vous choisissez. C'est obligatoire le bulletin secret. Ah ok. Madame Josiane Pacta-Lafaille. C'était toi. Madame Pacta-Lafaille a voté. Vous avez donné la place à monsieur Fabien Sury. Monsieur Nicolas Boisseau. Monsieur
Patrick Collin. Madame Colette Lopez. Monsieur Jean-François Guérard. Madame Sandrine Foucault. Monsieur Emmanuel Dupuis. Madame Taheri. Monsieur Bernard Fichy. Madame Isabelle Hamel. Monsieur Laurent Audet. Monsieur Bruno Ouvrard. Bernard, puisque tu as un mandat pour peut-être à pouvoir pour Christophe Blanchard, je vais vous demander d'aller voter pour lui, s'il te plaît. Madame Sophie Verseux. Madame Émilie Fouitier. Madame Alice Bouffeux.
Valentin Larcher. Monsieur Joanne Paulin. Madame Joanne Albois. Et Monsieur Sury pour Monsieur Jules Théodore. Pas de problème. Je l'ai oublié. Et Madame Jackie Gouin. Je l'ai oublié. Presque. C'est le plus vieux et le plus jeune. Alors, on sait qui est le plus vieux, mais aujourd'hui, qui est le plus jeune? Ben, c'est Joanne. Joanne. Avec Monsieur Girard. Monsieur Girard. Pour Monsieur Girard ici écrire. Ah ben tiens. Prenez-nous la liste. Liste morte, CCAS. Girard. En fait, il y a 11 listes, ouais, comme C'est pas con. ouais, exactement. Liste membre CCAS. Tu cites le premier, Monsieur Le premier Girard. seulement? Ouais. Premier bulletin, Jean-François Girard. Deuxième bulletin, Jean-François Girard. Troisième bulletin, Jean-François Girard. 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 La liste a obtenu 26 voix. Parfait. Donc la liste est élue. Je rappelle que Monsieur Jean-François Girard, Monsieur Fabien Sury, Madame Josiane Pacta-Lafaille, Madame Colette Lopez, Monsieur Emmanuel Dupuis, Madame Sandrine Foucault et Madame Isabelle Hamel et Madame Jackie Gouin sont élus. Je vous propose de passer à la prochaine délibération, notamment la proposition des membres pour la constitution de la commission intercommunale des impôts directs. Je vous rappelle que conformément à l'article 1, 1650 du Code général des impôts,
Une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée du maire et d'un adjoint délégué, président de la commission. C'est pas et, c'est ou, d'un adjoint délégué, président de la commission, et de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants dans les autres cas. Les conditions à remplir pour être commissaire, c'est être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, avoir plus de 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales et être familiarisé avec les circonstances locales et la fiscalité locale. Je rappelle aussi que la commune doit présenter 2 listes, donc une liste de titulaires et une liste de suppléants, de 16 noms à la DDFIP. Et je vous propose d'approuver les listes de commissaires titulaires et suppléants suivantes. Donc pour la proposition de liste des commissions titulaires, moi-même, Laurent Huget, Lydia Rocher, Jean-François Girard, Emmanuel Dupuis, Patrick Collin, Bernard Fichy, Josiane Pacta-Lafaille, Colette Lopez, Jules Théopler, Aline Boutefeu, Sandrine Foucault, Joanne Paulin, Bruno Ouvrard, Christelle Moura, Julie Moura et Bernard Héron. Et pour la proposition de la liste des commissaires suppléants, Janine Méribou, Philippe Manet, Stéphane Garnier, Sandrine Lacombe, Olivier Augizeau, Anne Guillot, Didier Plaire, Valentin Larcher, Gérard Meunier, Anne-Marie Gaboriau, Mauricette Henry, Roland Lenevert, Marie-Vonne Corneau, Gérard Cornu, Catherine Bénard et Dominique Leroux. Je précise que c'est le directeur départemental des finances publiques qui désignera les 8 membres titulaires et les 8 membres suppléants après vérification de leur situation avec l'administration fiscale. Oups. Je me suis mis dedans. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est communal ou intercommunal? Ce que je dis en haut, c'était intercommunal. Communal. Dans le titre en haut, c'est intercommunal. Il y a une... C'est une erreur, alors, parce que c'est communal. Regarde en haut. Merci. Merci beaucoup. Oui, Bien joué. plus trop. Oui, non, mais c'est... L'intercours. Non, pas vraiment. Voilà, bon, il faudra éviter. Pas vraiment. Voilà. Alors, donc, je vais passer au voix. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Pas de questions, remarques. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci, cette liste sera fournie. On va passer à la désignation des représentants de la commune au sein de l'Agence des services aux collectivités locales de la Vendée, la SCLV. Je vous propose pour cette agence de désigner Madame Josiane Pacta-Lafaille afin de représenter la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Merci. Josiane. Ah, j'ai oublié Nicolas. Ah, puis non, mais excusez-moi, il faut un suppléant. Alors je recommence. Monsieur, donc Madame Josiane Pacta-Lafaille et Monsieur Nicolas Boisseau pour la suppléer. En cas d'empêchement, de désigner aussi Monsieur Bruno Ouvrard afin de représenter la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d'administration de la SPL, de l'Agence de services aux collectivités locales de Vendée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Merci. Pour la prochaine délibération, pas de questions, mais est-ce que quelqu'un s'abstient? Qui est contre? Merci. Désignation maintenant des représentants au sein de la société publique locale, la SPL, le Golfe de la Presqu'île. Alors c'est pour peu de temps, parce qu'on va bientôt l'éteindre, mais il faut quand même des membres. Donc on vous propose de recueillir les listes des candidats, notamment celles représentées par moi-même, M. Collin, Emmanuel Dupuis, Mme Josiane Pacta-Lafaille, Mme Dolores Petro, M. Bruno Ouvrard et M. Fabien Sury. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Les gens que j'ai nommés sont donc désignés représentants au sein de la société publique locale, le Golfe de la Presqu'île. De désigner aussi, prochaine délibération, des représentants à l'agence France locale. Et là, on n'a reçu qu'une liste, qui est déposée et représentée par M. Fabien Sury, la liste 1, M. Fabien Sury titulaire et M. Laurent Huget suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Ok, donc
seront désignés représentants à l'Agence France locale. Je suis au suppléant. Aussi pour l'élection des délégués au CIDEV, c'est important aussi ça. Je vous rappelle ce qu'est le CIDEV. En fait, c'est le comité territorial de l'énergie, et donc c'est important. Hein. Et je propose de désigner les délégués communaux au sein du CIDEV. Ces délégués sont élus à la majorité absolue, conformément aux dispositions des articles que vous connaissez maintenant, puisque je vous ai lu plusieurs fois. Et une liste est déposée représentée par M. Nicolas Boisseau et titulaire, M. Fabien Sury titulaire, M. Patrick Collin suppléant et M. Jules Théopère suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Vous êtes donc désigné et élu. Enfin, désigné. Donc Nicolas Boisseau, Fabien Sury titulaire, Patrick Collin et Jules Théo suppléant. Élection d'un représentant au syndicat mixte e-collectivité au sein des collèges des communes. Et là, on propose M. Fabien Sury, qui s'est porté candidat pour représenter la commune, qui s'abstient, qui est contre. Fabien, tu es désigné. Désigner aussi les représentants pour le conseil portuaire des ports de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Alors là, c'est un peu plus copieux. Donc, j'informe le conseil municipal, justement, qu'on fixe la composition du conseil portuaire dans les ports départementaux où se pratiquent simultanément au moins 2 des activités de commerce, de pêche et de plaisance. C'est notre cas. Suite au renouvellement de notre conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation de 2 représentants de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, les autres représentants étant inchangés. Alors pour les représentants de la commune, on propose un titulaire, Laurent Huget, et son suppléant, Laurent Roblet. Et pour le représentant du concessionnaire, il faut choisir quelqu'un parmi les membres, et le suppléant sera Colette Lopez. Donc, Fabien Sury, le titulaire de notre représentant du concessionnaire. Pour le représentant, ou les représentants du personnel du concessionnaire proposé par les organisations syndicales représentatives, nous avons donc un titulaire, c'est M. Ludovic Bangour, et un suppléant, M. Jean-François Etienne. Pour le représentant ou les représentants des usagers de plaisance sport proposé à la désignation du président du conseil général, ceux-là, ils sont nommés par le conseil général. Il n'y a pas, c'est pas nous qui nous disons, c'est les derniers. Oui, suppléant, qu'il soit titulaire. Et le président. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, vous avez désigné Laurent Huget et M. Laurent Roblet pour représenter la commune au sein du conseil portuaire. Pour la commune. Pour la désignation d'un représentant à la commission locale de l'eau du bassin du Lay. Là, on a proposé la candidature de M. Collin. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Patrick, tu es désigné. Pour la désignation d'un représentant au conseil local Lay Littoral. C'est bon, on informe la candidature de M. Jean-François Girard, titulaire, et de M. Patrick Collin, suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Eh bien, vous êtes désigné. Pour la désignation des représentants au sein du parc interrégional du Marais Poitevin. Donc la liste 1, M. Laurent Huget, Mme Delores-Pétro, M. Nicolas Boisseau et Mme Marie-Thérèse Terrari. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Merci. Les gens que j'ai cités sont désignés. La désignation du délégué militaire correspondant défense, Cordef. De mémoire, c'était Patrick. Je ne l'ai pas là. Je n'ai pas le nom. Si, M. Patrick Collin. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Patrick. Désigné. Pour la formation des élus.
Alors, je rappelle à l'Assemblée que considérant les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, et considérant qu'une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, je parle bien des élus qui ont reçu une délégation. Je rappelle qu'une délibération est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le renouvellement général du conseil municipal sur l'exercice du droit à formation de ses membres. Elle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, il y a un tableau qui récapitule les actions de formation des élus financées par la collectivité qui doit être annexé au compte administratif et qui donne lieu à un débat annuel. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2%, mais ne peut pas excéder 20%. Et concernant les formations, sont pris en charge à la condition que l'organisme dispenseur soit agréé par le ministère de l'Intérieur, les frais d'enseignement, les frais de déplacement, les frais de séjour et de transport, ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Il est donc proposé de valider les orientations suivantes en matière de formation. La gestion locale, notamment sur le budget et les finances locales, la pratique des marchés publics, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales, les fondamentaux de l'action publique locale et les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions dans lesquelles vous exercez. Donc je vous propose de décider que le droit à la formation s'inscrit dans les orientations suivantes, être en lien avec les missions et services de la commune, renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales, d'inscrire chaque année en crédit une somme équivalente à 10% des indemnités de fonction prévisionnelle, ce qui représenterait à peu près combien? 13 000 euros. 13 000 euros qu'on allouerait à la formation des élus, et de m'autoriser à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du droit à la formation, décider que les dépenses de formation seront prélevées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget pour les années à venir, et de me mandater et de m'autoriser pour la signature de tous les documents utiles à l'exécution des présentes. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Eh bien, voilà, on a donc voté, vous avez voté un budget de 10% des indemnités pour que chacun puisse se former à la chose publique. C'est très bien. Passons à la délibération suivante, notamment la création de postes avec la mise à jour du tableau des effectifs. Alors, il est proposé la création d'un poste au pôle enfance, du cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C, du grade d'adjoint d'animation au grade d'adjoint d'animation principal de première classe à temps non complet, de 16/35e. C'est un poste numéro 47B. L'augmentation étant supérieure à 10%, il sera nécessaire de supprimer ce poste après avis du CST lors d'une prochaine séance. Et la modification d'un poste au pôle enfance du cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C au grade d'adjoint d'animation principal de première classe à temps non complet de 33/35e, poste numéro 50. Et l'augmentation n'excédant pas 10%, il n'est pas nécessaire de procéder à une suppression de création de postes. Est-ce que les services peuvent nous en dire un peu plus? Parce que même moi, je n'y comprends rien. Sincèrement, ça se fait des délibérations que les conseillers puissent comprendre, parce que là, c'est... J'aurais peut-être pu parler des agents qui avaient une création de postes. En fait, c'est 2 agents qui occupent actuellement des postes à temps non complet, l'un à hauteur de 14 heures par semaine, et l'autre à hauteur de 30 heures par semaine. Et il s'avère que ces agents effectuent chaque mois des heures complémentaires liées aux besoins des services, notamment en raison d'augmentation de la fréquentation périscolaire et extrascolaire. Et pour rappel, la communauté de communes rembourse le nombre réel d'heures mis à disposition pour les missions extrascolaires, conformément à la convention liant nos collectivités, soit désormais 600 heures par an pour l'agent occupant le poste 30/35e, au lieu de 405 heures annuelles précédemment.
Alors après analyse, il est proposé d'augmenter le nombre d'heures de ces postes. La réglementation prévoit deux procédures dont je viens de vous parler. Ok, même l'explication, elle n'est pas vitale. Est-ce que vous pouvez, avec un langage fluide, nous expliquer ce qu'il en est? Je crois avoir compris, mais... Alors rapidement, en fait, on a une augmentation des effectifs et une petite modification horaire sur l'extrascolaire, donc avec un accueil un petit peu plus tôt le matin. Et les agents qui assurent cette mission sont des agents qui sont salariés donc, et employés par la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, mis à disposition de la communauté de communes. Donc ça veut dire que c'est bien nous qui portons les postes, mais ça nous est remboursé par la communauté de communes. Ces gens-là, en fait, font maintenant depuis environ 6 mois des heures complémentaires. Donc, ça veut dire que les heures qu'ils font en plus, comme si c'était des gens à temps partiel, sont considérées comme des heures complémentaires. Mais aujourd'hui, ces heures complémentaires étant régulières, eh bien, on doit les inscrire dans leur poste, comme dans leur contrat de travail. Donc c'est une modification du contrat de travail, et qui doit faire l'objet, comme c'est une modification du contrat de travail, d'une délibération du conseil municipal. La prochaine fois, vous écrivez ça. C'était clair. Ok. Donc, c'est grosso modo, ce sont des heures complémentaires qu'on va intégrer dans un contrat de travail. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, on va pouvoir faire la modification du tableau des effectifs qui doit être joint en annexe à compter du 1er mai 2024. Et inscrire les crédits nécessaires au budget pour que ça puisse être fait. Autre délibération, la refacturation des frais de formation CST à l'EHPAD. Donc en fait, le 8 décembre 2022, se sont déroulées des élections des représentants du personnel qui sont amenés à siéger au comité social territorial, ce que nous on appelle le CST. Regardez ça parce que vous en entendrez parler assez souvent, c'est le CST de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Par la suite, ceux-ci ont bénéficié d'une formation obligatoire en qualité de membres titulaires et suppléants de cette instance afin de mener à bien les missions durant leur mandat. C'est-à-dire qu'ils cette culture, ils se forment. Et afin d'organiser la formation localement et d'amoindrir les frais de personnel de l'EHPAD élu au sein de son CST, c'est associé au personnel élu de la collectivité, ces membres-là. Donc le coût de formation organisé par le CFNPT, c'est le centre de formation, s'élève à 2500 € pour 10 personnes, soit 250 € par personne, répartis ainsi 6 agents de la collectivité et 4 agents de l'EHPAD. L'organisme ayant facturé la prestation à la collectivité, il convient de refacturer la part correspondante au nombre d'agents de l'EHPAD, soit 1000 €. C'est-à-dire qu'on leur demande à l'EHPAD de nous payer 1000 €, en fait, qui correspond à la participation des 4 agents qui étaient en formation obligatoire et représentants du personnel du CST. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pris en compte par la formation professionnelle. Excuse-moi, C'est pris en compte par la formation professionnelle. C'est remboursé par la formation professionnelle à l'EHPAD? Non? je ne crois pas. Non, Ah. c'est pas dans le code des Pas dans formations ce cas-là. CST. Non. C'est le CST, là. On a voté une subvention à l'EHPAD importante il y a un mois. Est-ce qu'il est de leur refacturer 1000 € alors qu'ils sont en difficulté financière? C'est pas sur le même. C'est pas la. C'est-à-dire, légalement, on est obligé. Alors, on peut après apporter une subvention de 1000 € pour qu'ils puissent la payer. Mais on peut pas. Là, on est obligé de. On pourrait leur faire une subvention pour payer les 1000 € qu'ils nous doivent. Mais là on doit respecter les règles comptables, quoi. Ouais. On n'a pas trop le choix. Ça ne nous empêchera pas de les aider si besoin, mais on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai reçu hier matin un email de Martine, la directrice, qui remercie le conseil municipal justement, parce qu'elle a pris connaissance, elle a reçu, donc elle remercie l'ensemble du conseil municipal d'avoir voté l'avance. Voilà. On va parler maintenant de la modification statutaire de la communauté de communes sud-vendée littorale, notamment dans sa redéfinition de la compétence construction ou acquisition immobilière pour répondre aux besoins médicaux ou paramédicaux des statuts de la communauté de communes sud-vendée littorale, et ce, à compter du 1er septembre 2024. Alors, je rappelle à l'Assemblée que le rapport de la Chambre régionale des comptes en date du 2 mai 2022, dans son article 3.1.2,
avait relevé que la communauté de communes était propriétaire de 5 maisons de santé pluridisciplinaires, à l'exception de celles de l'Aiguillon-la-Presqu'île et de Luçon. Et le risque est celui d'une répartition de l'offre ne garantissant pas un égal accès aux soins, d'une concurrence entre structures au loyer et charges différentes, et puis d'une absence de coordination sur les actions collectives qui est en contradiction avec le projet de territoire qui s'engage à harmoniser les pratiques professionnelles grâce à un maillage cohérent. Vous en avez déjà parlé avec Jean-François Girard, l'idée de créer un maillage pour qu'on puisse avoir sur le territoire des médecins généralistes opérationnels, sachant que, pour rentrer plus de façon discussion sur la chose, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, c'est presque étonnant, on a des jeunes médecins qui veulent s'installer à Luçon. Or, la maison de santé de Luçon est trop petite. Mais il y a une vraie demande, les jeunes médecins veulent aller à Luçon. Et donc, l'idée, c'est que la communauté de communes reprenne la maison de santé de Luçon, parce que seule elle peut financer des travaux. Luçon ne peut pas financer des travaux pour l'agrandissement de la maison de santé. Et donc, c'est un deal qui est fait entre la commune de Luçon, qui voit aussi elle, son intérêt, parce qu'elle a pu gérer la maison de santé, et en plus, c'est la communauté de communes qui s'engage par contrat local à contribuer à développer la coopération de la santé et surtout faire de sorte de prendre la main sur l'activité libérale un peu et de dire, messieurs, vous vous installez, mais en contrepartie, il va falloir rayonner sur l'ensemble du territoire du sud-ouest littoral. Et donc, suite à ce que je viens de vous dire, le contrat local de santé qui existe, qui est un programme 2023-2028, doit contribuer à développer la coopération en santé afin de favoriser le maintien et l'installation des professionnels de santé sur le territoire. Et la ville-centre Luçon s'affirme, on le voit, comme un pôle essentiel dans l'attraction des professionnels de soins. On l'a vu, je vous l'ai dit, elle attire des médecins généralistes qui deviennent des locomotives dans la stratégie de santé de la communauté de communes. Et cette reconnaissance par les professionnels, eh bien, c'est le fruit d'efforts concertés pour offrir un environnement propice à leur exercice. Le maillage dont je viens de vous parler du territoire doit s'appuyer sur la maison de santé de Luçon, avec la volonté d'organiser sur les autres maisons de santé un déploiement des médecins pour arriver à une bonne couverture médicale territoriale, et ainsi répondre à un besoin majeur pour la population locale. Alors, pour tenir compte de ce que je viens de vous dire, il est alors proposé que le statut de la communauté de communes, enfin plutôt les statuts, soient modifiés comme suit, et notamment dans un article 4 où on parle des compétences supplémentaires. Et dans ces compétences supplémentaires, il y a en plus un deuxièmement point 2 qui dit « autres compétences » et dont la thématique est la construction ou acquisition immobilière pour répondre aux besoins médicaux et paramédicaux. Et dans cet alinéa, il y a la création, entretien de structures visant à maintenir une présence médicale et ou paramédicale, et il y a une liste, maison de santé de Chailly-les-Marais, de Luire, l'île d'Elle, maison de santé de Luçon, Nallier et Saint-Hermine. Et donc, maison de santé de Luçon, eh bien, ça va changer, il n'y aura plus maison de santé de Luçon dans cette liste. Voilà ce qu'on vous propose, ou plutôt ce que la communauté de communes vous propose. Quoi? C'est qu'elle est rajoutée. Excusez-moi, oui, elle est rajoutée parce qu'elle n'existait pas, donc elle est réintégrée dans la liste des maisons de santé de la communauté de communes, puisque Chailly-les-Marais, Le Gué-de-Veluire, Guidel, Nallier et Saint-Hermine sont des maisons de santé intercommunautaires, et donc on ferait de celle de Luçon, qui elle est une maison de santé purement communale, pour nous, on la réintégrerait dans la liste des intercos, ce qui permettrait justement, de développer le maillage, mais surtout de pouvoir construire et d'agrandir. Je ne vous cache pas que c'est ce qu'on nous demande aussi, pour l'avenir. Voilà, donc, qui a des questions? Pas de questions? C'est un vrai sujet parce qu'on aura vraisemblablement à discuter de ça pour notre propre maison de santé. Savoir est-ce qu'on la garde et qu'on l'assume complètement, ou est-ce qu'on l'intègre pour des médecins libéraux, attention, ce n'est pas des salariés,
mais dans le maillage, pour nous aussi bénéficier de dentistes, etc. Il y a des vraies questions. Personne d'autre question, donc qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, Fabien me dit que personne ne s'est rendu compte à part lui qu'on n'a pas voté pour l'EHPAD. Qui s'abstient pour l'EHPAD? Qui est contre? Tant mieux, je vois qu'il n'y a qu'un gars qui suit. Alors, à 3. Non, mais ça, il faut me faire revenir, je suis désolé. Merci, merci. Et maintenant, on parle d'un avenant, de 3 avenants. Avenant numéro 1 et 2, oui, dans l'ordre. Donc d'abord le 1 et 2 au marché de travaux d'aménagement du centre-ville, notamment l'avenant 1, prestations complémentaires pour les travaux de nettoyage, les travaux de signalisation, de fourniture et la pose de potelets, la réalisation d'un parvis en béton désactivé avenue Amiral Courbet, puis l'exécution du réseau EP avenue Amiral Courbet. L'avenant 2, c'est la prestation complémentaire, notamment pour la sécurisation des abords du parc. Je rappelle que le lot numéro 1 a été attribué par délibération le 22 septembre, en date du 22 septembre 2022, à la société FH pour un montant de 718 811,50 € hors taxe. Que je communique l'avenant numéro 1 qui s'élève à la somme de 35 826,85 € hors taxe, soit une plus-value de 4,98%. Je vous dis ensuite que l'avenant numéro 2 s'élève à la somme de 32 250,50 €, soit une plus-value de 4,48% au marché, ce qui porte le nouveau montant cumulé du marché à 786 888,85 € hors taxe, et on est bien dans les purs, puisqu'on ne dépasse pas, on est en dessous de 5%. Donc, et en fait, on est moins 15 plus 15. Moins 15 cumulé. Moins 15 cumulé. Bon, donc là, on va bien. En tout, on est à 8 et quelques, un petit peu moins de 10, 8, 9, vous ne savez pas, enfin en dessous de 10. Bon. Ouais. Allez, 9,80 je crois. 9,80, donc on n'est pas au 15, tout va bien. Ok, parfait. Je vous propose d'émettre un avis favorable aux avenants que je viens de vous présenter et de me permettre de signer des avenants et de notifier aux entreprises qu'il y a des questions. Qui s'abstient? Merci. L'avenant numéro 1 au marché des travaux d'aménagement, cette fois-ci de la rue Jacques Moreau. Alors, je le présente, c'est l'avenant au marché qui comprend les poteaux bois, les prolongements de la piste cyclable, la reprise des branchements et des réseaux. Et je rappelle que le marché a été attribué à l'époque, le 31 octobre 2023, à la société FH aussi pour un montant de 264 216,10 €. Je communique le montant de l'avenant qui s'élève à la somme de 19 098 €, soit une plus-value de 7,22. En cumulé, c'est toujours bon. Et donc, je vous propose d'émettre un avis favorable à cet avenant qui nous permet de payer les travaux, la fin des travaux. Qui a des questions? Qui s'abstient? Merci. Qui est contre? Merci. Et puis, dernière délibération, qui n'est pas une délibération d'ailleurs, qui est une motion, que j'ai appelée vers un horizon durable, en parlant de l'engagement vendéen et l'avenir de l'éolien chez nous. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, en préambule, j'ai passé la journée, une journée un peu étrange, mais qui était voulue par le président de l'AVEL, l'Association vendéenne des élus du littoral, Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, qui a organisé ce matin notre assemblée générale. Donc il y avait tous les élus du littoral, presque tous les élus du littoral. Et puis nous sommes passés ensuite en conseil d'administration, donc des choses très internes, mais nous avions décidé de faire un débat public et d'inviter cet après-midi au Floralie à la Tranche l'ensemble des acteurs qui pouvaient interagir
ou être en décision, en responsabilité sur le sujet de l'éolien en mer. Et je vous le rappelle parce que pour certains, et je vous le dis pour d'autres, il y a un peu plus d'un mois, nous avons été convoqués un lundi à 17 h pour une réunion un mercredi matin en visio, conférence à 10 h. Je vous rappelle simplement que les agendas des élus, vous le verrez, c'est quand même un peu copieux. Et généralement, on prend des rendez-vous nous-mêmes à 15 jours, 3 semaines, mais là, c'était la veille pour le lendemain. Non pas pour débattre d'une planification de l'éolien en mer, mais pour nous montrer quelle a été la décision de planification de l'État sur l'éolien en mer, l'éolien littoral. Et donc, à notre surprise, voire stupéfaction, sidération, on a appris que parfois, à quelques moins de 15 km, des fois c'est 11 km de nos côtes, l'État décide de faire des champs d'éoliennes, mais pas les éoliennes que vous connaissez à terre, des éoliennes marines. Une éolienne marine, c'est juste un peu en dessous de la tour Eiffel. Ça peut atteindre 300 mètres. Et tant mieux, c'est bien, parce que je ne veux pas que vous pensiez déjà qu'on est contre l'éolien, les îles du littoral. On n'est pas du tout contre l'éolien, nous ne sommes pas non plus contre les énergies renouvelables ou substituables. Et donc, et même je suis intervenu dans une réunion, parce que évidemment, quand on a vu ces parcs-là, on s'est tous réunis. Nous sommes réunis, Nicolas, je crois que tu étais là d'ailleurs, nous sommes réunis avec la présidente de région, avec, ça doit faire 2 mois à peu près, avec le président du département, Alain Leboeuf, avec les sénateurs, avec l'ensemble des élus du littoral, des adjoints qui sont aux travaux. Nous sommes tous réunis pour échanger sur cette méthode d'abord de l'État, qui n'est pas correcte, parce que c'est un débat public, je veux dire, ça touche tout le monde. Et d'ailleurs, la loi impose à l'État d'avoir un débat public sur ce genre de décision, puisque ça touche à la fois les touristes qui viennent, c'est pas que les gens de la côte, c'est les touristes qui viennent, ça touche le monde de la pêche, ça touche l'armée, voilà, ça touche plein de choses, plein de gens. Et donc, le débat public n'ayant pas été fait, ou en tout cas pas chez nous, on s'est réunis, nous sommes tous convenus que, on ne voulait pas de l'éolien fixe de 300 mètres sur nos côtes, parce que, imaginez, pour que vous compreniez, le phare des baleines, il fait 6 fois moins haut qu'une éolienne en mer, et vous le voyez sans problème à l'œil nu. Donc imaginez juste derrière l'île de Ré des éoliennes de 280-300 mètres, vous imaginez bien que voilà, c'est un mur, quoi. Voilà. Et donc, tous étaient et sur la méthode, on ne l'accepte pas, et 2, oui pour, et je le dis bien, oui pour les éoliennes en mer. Les éoliennes en mer, nous sommes favorables, mais non visibles des côtes, des éoliennes flottantes, puisque la technique existe déjà. On l'a vu cet après-midi, des scientifiques sont venus nous expliquer qu'il y avait plusieurs essais, qu'aujourd'hui l'Écosse a développé des parcs flottants, qu'il y a des entreprises internationales qui se sont positionnées sur la création de parcs flottants, en Écosse, en Norvège, au Japon. Au Japon, ils n'ont pas le choix, c'est forcément flottant, parce que le Japon, dès que vous sortez du Japon, vous descendez à 2000-3000 mètres de fond. Et puis on a appris un truc cet après-midi, c'est que pour poser du fixe, comme il nous disait, il faut qu'ils aient un fond marin qui ne soit pas à plus de 100 mètres. Alors ce qu'on a demandé, c'est donnez-nous la carte des fonds marins et jusqu'à combien de kilomètres on a 100 mètres de fond. On s'est rendu compte que chez nous, on va en moyenne jusqu'à 70 km. Alors, attendez, alors, ça veut dire que le fixe, vous pouvez le mettre aussi en arrière. Ce n'est qu'un problème de branchement et de raccordement entre le poste et la substation. Ce n'est qu'une volonté politique de l'État d'acheter du câble.
Ce n'est que ça. Et ça veut dire que quelque part, ce sujet n'est même pas un problème politique d'État, c'est un problème de rentabilité des faiseurs qui se disent, plus on va être obligé de rembourser des emprunts pour financer les câbles, moins on va gagner d'argent sur le dos de celui qu'on va fournir. Enfin, ils veulent, c'est du business. Et quand on sait que l'énergéticien premier français a déjà passé ses commandes de fixe, on comprend mieux les choses. Et donc cet après-midi, on a réaffirmé avec les sénateurs, notamment Bruno Retailleau, Annick Billon, Hervé Mandelli, avec l'ensemble des maires du littoral, avec la gouvernance et le conseil d'administration dont je fais partie de l'AVEL, avec le président de l'ANEL, face, je peux pas dire face, d'ailleurs c'est une discussion, avec le préfet de Vendée, de la Vendée, avec le sous-préfet, le nouveau sous-préfet de la Vendée, que j'ai eu l'occasion de, j'étais juste assis à côté de lui, on a réaffirmé notre volonté, de ne pas vouloir d'éolien posé face à nos plages, 2, d'accepter l'idée d'un éolien flottant en 2032 et pas avant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que 2032, c'est le renouvellement des nouveaux contrats. Or, le seul département aujourd'hui qui a assumé le fait d'avoir de l'éolien en mer, et la seule région, c'est quand même la Vendée, et que nous, on a déjà fourni, et qu'on a tout le littoral français, pour l'instant, qui ne fait rien. Donc on va laisser quand même les autres départements faire, avant de reprendre un ticket. Et c'est pour ça qu'on accepte l'idée, mais ce ne sera pas avant 2032. Et puis surtout, puisque ça doit rentrer dans le cadre de la loi, c'est-à-dire d'une enquête publique, eh bien on demande à savoir quelle est la réalité de l'apport énergétique de l'éolien par rapport aux besoins de la France et des besoins de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On est tous pour laisser à nos enfants une planète la plus propre possible. Mais le nucléaire, à peu près 60% de notre électricité, aujourd'hui, on avait prévu, avant que M. Hollande décide de faire autrement, de continuer à développer les petites centrales pour pouvoir justement subvenir à nos besoins. On a décidé de prendre un virage. Alors, on a repris l'autre virage depuis, hein, mais l'Allemagne, par idéologie et par peur, je pense, a abandonné toute idée de développer le nucléaire et n'a plus que des centrales de charbon qui polluent infiniment plus que ce qu'on pensait. Et donc, les besoins en électricité de l'Europe et du monde, ce 8 milliards d'humains sur la planète, on voit bien que ça va être compliqué de leur faire croire qu'avec de l'éolien et du photovoltaïque, on va subvenir à tout. Enfin, les scientifiques le disent. Moi, je fais l'écho de ce qu'ils disent. Mais les scientifiques complètement indépendants, hein, là, je ne vous parle pas de scientifiques payés par ni les uns ni les autres. Et notamment, le président du syndicat des énergies renouvelables était là. Donc on ne peut pas l'accuser lui, alors qu'il représente le monde éolien, le monde hydrolien, le monde du photovoltaïque. On ne peut pas l'accuser de se tirer lui-même une balle dans le pied, il le dit. Il dit que voilà, c'est du complémentaire, du supplémentaire, qu'il en faut, mais qu'on n'arrivera pas à tout faire, enfin, combler le manque, simplement avec ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas, une fois qu'on entend ça, il faut qu'on soit certain que ce soit vraiment contributif pour qu'en 2032 et 2035, on accepte l'idée de continuer. Il faut qu'on ait des études qui nous le montrent. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, ça ne veut pas dire qu'on doute. Enfin si, on doute. On se pose la question parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la contribution. Vous ayez un ordre d'idée, l'immense parc qu'il y a au nord donne 0,5 giga. D'accord? 0,5 giga. Et la France a signé à l'Europe pour 47 gigas. Ça vous donne l'idée de la dimension des parcs qu'il va falloir pour pouvoir régler le problème. Donc, admettons qu'il faille ces 47 gigas, eh bien, nous sommes tous d'accord en Vendée, mais pour que ce soit flottant ou fixe, mais au-delà de la vue de nos territoires.
Ça, c'est pour le côté, est-ce que j'ai envie d'avoir un visuel là-dessus ou pas? Et puis, il y a le côté maritime, c'est que l'ensemble des pêcheurs, la petite pêche française, c'est-à-dire celle qui vous nourrit, aujourd'hui, 80% de ce que vous mangez qui vient de la mer ne vient pas d'Europe. Je dis bien, on avait le Corepem qui était là, le président du Corepem qui était là, 80% de ce qui est acheté en France qui vient de la mer ne vient pas d'Europe. C'est vous dire à quel point on a flingué notre pêche française. Alors qu'on a la deuxième flotte mondiale. C'est vous dire. Donc on se dit qu'à la limite, si on peut laisser le grand pélagique au large s'embêter avec de l'éolien flottant et qu'on peut laisser nos pêcheurs pêcher à des côtes, eh ben, ce serait bien mieux. Voilà. Et d'autant plus qu'on n'a pas l'impact éco-environnemental sur le fixe près des côtes. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des théories qui disent que ça protège les poissons, que ça crée des sites de frayères, etc. Donc il y a de tout. Mais ce qu'on veut, c'est le résultat concret des études. C'est pour ça que, solidairement avec l'ensemble des autres maires du littoral et en votre nom, j'ai apporté ma voix sur la demande d'une étude et pour l'instant d'une volonté de contrer l'État sur sa décision. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de voter cette motion qui dit ceci, qui n'est pas extrémiste, hein, qui dit voilà, ce texte que j'ai écrit, c'est « Les élus du littoral ont été convoqués la veille pour le lendemain par l'État pour une présentation des cartes à débattre, entre guillemets, de l'éolien marin. La position des élus vendéens sur l'implantation de nouveaux parcs éoliens marins est ferme. L'éolien marin est nécessaire et nous sommes déjà engagés dans la production d'énergie renouvelable avec le parc des 2 îles. Nous refusons tout autre projet éolien devant notre littoral. Nous appelons d'autres départements sans parc éolien marin à s'investir comme nous l'avons fait. Seul l'éolien flottant, loin et invisible du littoral, respectant l'activité des marins pêcheurs, pourra être considéré au large de nos côtes après 2035. » Voilà ce que je vous propose comme motion. Qui a des questions? Qui s'abstient? Si, question? Ah non, non, non. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie pour tout le monde. Voilà. Alors, je vous propose d'adopter cette motion vers un horizon durable sur l'engagement vendéen et l'avenir de l'éolien marin et d'adresser cette motion à la presse, aux intercommunalités des communes vendéennes, au département de Vendée, au pouvoir public, notamment au Premier ministre, au ministre de la Transition écologique, M. Béchu, et de la cohésion des territoires, au secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, au ministre délégué chargé de l'industrie, à la présidente de région, au préfet de département et de région, et on a oublié... Non, vous avez dit au département de Vendée. Parfait. Voilà. Eh bien écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Si vous avez entre nous des questions, n'hésitez pas.